Et alors là, qu'est-ce qu'il fait Abélard? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'inscrit, si je peux dire, au cours de Guillaume de Champeaux, qui est un personnage assez peu connu, il faut bien le dire, mais enfin, d'après les documents qu'on a, les documents qui ont été retrouvés petit à petit, et puis d'après les témoignages, c'est un auteur, c'est un maître important. Et notamment, il fait des cours sur ce qu'il faut appeler la philosophie. À l'époque, on avait peu de documents. La philosophie proprement dite, c'était en somme la logique, avec quelques ouvrages d'Aristote et quelques ouvrages de commentaires sur ces ouvrages d'Aristote. Et Abélard nous le raconte dans son Histoire de mes malheurs. Guillaume de Champeaux traite la question éternellement rebattue, dite question des universaux, qui est très difficile à résumer, bien entendu, mais qui est un héritage de la philosophie ancienne. Disons en quelques mots comment les choses se présentent. Si je dis Socrate est un homme, qu'est-ce que le mot homme représente? Qu'est-ce que le mot homme signifie? Est-ce que c'est une chose ou est-ce que c'est une idée que j'ai dans l'esprit? À l'époque d'ailleurs, et ça serait intéressant de s'interroger là-dessus, mais ce n'est pas le lieu, les maîtres disent, est-ce que c'est une chose, est-ce que c'est un mot? Il y a là un changement par rapport à la tradition antique, mais enfin, c'est comme cela. Et Guillaume de Champeaux pense que ce sont des choses. Quand je dis Socrate est un homme, quand je dis Platon est un homme, le mot homme signifie une réalité à laquelle Platon et Socrate participent chacun à sa façon. Et Abélard nous raconte donc qu'il a lui-même à critiquer cette doctrine, qu'il a forcé Guillaume de Champeaux à changer plusieurs fois d'opinion. Bon, peut-être a-t-il un peu orné les choses, mais enfin, sa doctrine à lui, c'est que les universaux, c'est-à-dire les attributs dans les propositions, ce sont des mots. Sinon, on arrive à des conclusions tout à fait extraordinaires. Une seule, par exemple, je dis Socrate est un animal, Sonane est un animal. Si animal est une chose, voilà que Socrate et Sonane finiront par coïncider. C'est un des arguments d'Abélard. Donc pour lui, les universaux, ce sont des mots. Alors comment peut-on dire qu'ils sont vrais? C'est une autre histoire qui n'est pas question, je pense, pas question d'entrer. On pressent sans être soi-même ni philosophe, ni historien de la philosophie, que aux yeux de beaucoup de contemporains savants, en général plutôt attaché au réalisme, ce nominalisme qui sera celui d'Abélard peut paraître un peu suspect, parce que précisément il faut chercher où est la vérité qui se cache derrière le mot, tandis qu'il est évident que c'est plus facile à trouver et à démontrer derrière la chose. Alors, dès ce début, Abélard montre ce qui sera, on peut dire, son comportement constant, comportement sans doute qui n'est pas son seul fait, le fait d'un individu, mais qui est le fait de ces jeunes étudiants qui aspirent à devenir des maîtres dans un esprit nouveau, mais qu'il va posséder et mettre en œuvre avec une vigueur exceptionnelle. Alors il y a ce que l'on peut dire l'agressivité et la propension à s'estimer persécuté. Ça se manifeste comment et quelle est la conséquence? Oui, l'histoire de mes malheurs, qui est donc notre principal document pour connaître Abélard, et dont nous pouvons considérer qu'il est un document écrit par lui-même, mais qui n'est pas une autobiographie complète, qui est la mise en évidence d'un certain nombre à la fois de traits de son caractère et de faits de sa vie, nous le font apparaître comme un personnage qui, dans son activité quotidienne, c'est-à-dire d'étudiant puis d'enseignant, se comporte, vous avez dit de manière agressive, provocatrice parfois, en tout cas pour qui la dispute, la discussion est un souci permanent, une manière d'être, que l'on a expliqué par ses origines chevaleresques, mais qui s'explique tout autant, je pense, sinon plus, par le milieu urbain dans lequel il se trouve, et qui est un milieu où on assiste, comme on dirait dans le jargon d'aujourd'hui, à une prise de parole quasiment généralisée, et où, surtout étant donné l'état de la science, du savoir à cette époque, l'essentiel est en effet dans la capacité à manipuler les mots, les idées, les concepts, et à faire jaillir la vérité de la discussion. Évidemment, lorsque l'on discute, on discute avec des interlocuteurs qui deviennent facilement des adversaires, des rivaux auxquels on est amené à s'opposer. Et un thème constant que l'on trouve chez Abélard, c'est à la fois qu'il l'emporte sur les autres, peut-être ne l'emportait-il pas aussi régulièrement qu'il le dit, mais en tout cas c'est ainsi qu'il présente les choses, mais en même temps que tous ceux sur qui il l'a emporté sont dépités, sont jaloux, cherchent à lui nuire, et ceci introduit une autre dimension dans la vie d'Abélard, je crois, un petit peu sous-jacente,
et l'historiographie actuelle y est évidemment sensible, ce sont des problèmes, disons, de pouvoir, au sens large du mot, n'est-ce pas, pouvoir intellectuel, pouvoir sur la parole et sur les hommes par la parole, et en arrière-plan un petit peu pouvoir politique. Il y a aussi des enjeux politiques dans l'histoire d'Abélard. Oui, vous en dites un mot. Je crois que c'est Robert-Henri Bautier qui avait signalé cette dimension, disons, politique dans l'ombre de la carrière d'Abélard, et vous le précisez d'une façon très intéressante. Oui, je crois que cette intuition de Robert-Henri Bautier, enfin plus qu'une intuition, car il l'avait étayée sur des faits précis, était précieuse. Nous sommes à une époque où aussi bien le gouvernement du royaume que le contrôle de l'Église et de l'Église parisienne en particulier, qui était essentiel pour les Capétiens, tourne autour d'un certain nombre de familles qui constituent l'entourage royal. Et Abélard, pour des raisons que nous ne connaissons pas, s'est trouvé très vite lié à un de ces clans familiaux, une famille nommée la famille de Garlande, qui contrôlait de fortes positions à la fois dans l'entourage du roi, qui à cette époque était Louis VI, et dans les églises parisiennes, dans les diverses églises parisiennes. Et par conséquent, il a eu le soutien, n'est-ce pas, de ce clan. Donc c'est un homme en un sens seul, il se présente comme cela face à ses rivaux. Nous ne sommes pas à l'époque de la confrérie scolaire, de l'université, mais c'est quand même un homme qui a, pour le meilleur et pour le pire, car il a été entraîné dans les vicissitudes peut-être de ce clan, des appuis politiques. La première victime, si on peut dire, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est intéressant de le noter, c'est précisément ce Guillaume de Champeaux, que Abélard cherche même à ridiculiser. Et une des façons qu'il a de ridiculiser ses maîtres vite répudiés, c'est de les présenter en quelque sorte comme de vieux profs dépassés par les progrès intellectuels. Or, Jean Jolivet, vous le faisiez remarquer, Guillaume de Champeaux, il n'est pas si vieux que ça. Il n'est pas si vieux que ça, il a 10 ans de plus qu'Abélard, à peu près. C'est une querelle presque entre contemporains, à ceci près que l'un est maître, l'autre est étudiant. Mais enfin, quand c'est un étudiant aussi hardi et aussi doué, mon Dieu, l'égalité se rétablit. Bon, enfin, nous sentons un peu mieux, et dans votre livre, à sa place, tous ces détails qui nous font vraiment comprendre à la fois la structure et le fonctionnement de tout ce monde est tout à fait passionnant. Bon, alors, oui, Guy Aubrichon. Oui, je voulais simplement reprendre un petit peu cette aventure d'Abélard, le fait qu'il monte à Paris, comme on dit depuis un certain temps. C'est tout à fait singulier. Les autres maîtres de sa génération ne montent pas à Paris. Ils restent dans les villes capitales des principautés où ils se trouvent, ou alors à Lan, qui se dit encore capitale du royaume. Laissons cela. Abélard, lui, a du flair. Et c'est vraiment un de ces signes encore qui montre qu'il y a quelque chose de vrai, enfin, et de très fort chez cet homme. Il a du flair. Il vient à Paris. Il vient s'installer à Paris, et il est presque le seul à le faire. Et il suffit de songer, par exemple, au fait qu'il aurait très bien pu s'arrêter à Tours, où il y avait une solide tradition intellectuelle et pas des moins intéressantes, tout de même pour l'histoire du XIe siècle et même du christianisme occidental, avec Béranger de Tours, dont on sait très bien qu'il a été un des grands maîtres du lieu, qu'il a formé un certain nombre de gens, et qu'en même temps, à certaines périodes, il était soutenu véritablement par le comte, par l'aristocratie locale. Oui, Jean Jolivet. Oui, cette allusion à Béranger de Tours est intéressante parce qu'elle prouve que ce goût de la discussion et de l'argumentation dont on a parlé tout à l'heure était quand même assez répandu, et pas seulement à Paris, disons. Et même, si on va chercher encore un peu plus loin, on le trouve même dans les cloîtres. Enfin, il faut se rappeler quand même qu'au début de son proslogan, Saint Anselme nous dit que ses étudiants lui ont demandé une preuve unique et imparable, pour ainsi dire, irréfutable de l'existence de Dieu. Or, c'était des moines, c'était de jeunes moines qui demandaient à leur abbé de raisonner comme il faut, en quelque sorte. Oui, oui. Le cloître n'était pas tellement coupé de ce bouillonnement de la vie. Alors, il me semble que, d'après les précisions très intéressantes que vient d'apporter Guy Aubrichon, on sent bien ce que vous disiez, Jacques Verger, il y a un instant. Le flair, oui, mais vraisemblablement en même temps la recherche d'un certain pouvoir. Et à Paris, c'est à la fois un pouvoir intellectuel et le lieu où le pouvoir politique est en train de s'établir. Ceci dit, les difficultés avec Guillaume de Champeaux, avec ce qu'il appelle déjà les envieux, et notons que le mot est très fort, l'envie est un des 7 péchés capitaux, l'amènent à
faire une première fois, ce qui sera un des rythmes de sa vie, la ville vers la solitude, le retour à la ville, etc. Et si ce n'est pas encore la solitude, c'est malgré tout le départ pour des endroits pas très loin de Paris, mais malgré tout différents, Melun et Corbeil. C'est le retour à Paris, c'est la fondation de ce qui est très important, je m'excuse de devoir aller un peu vite, qui est la fondation de l'école de la montagne Sainte-Geneviève. Nous sommes environ dans les années 1110, 1112. Et on voit là comment fonctionne un nouveau maître, car Abélard est donc devenu maître. Quelles en sont les caractéristiques, Jacques Verger? C'est-à-dire qu'Abélard, à ce moment-là, nous sommes à une époque où les institutions scolaires sont... À la fois, il y a un cadre traditionnel, qui est celui des écoles cathédrales ou des écoles monastiques, et puis des possibilités nouvelles créées par la mobilité de la société, la mobilité des structures politiques et ecclésiastiques. Donc, ne pouvant s'installer à ce moment-là à Notre-Dame, qui est encore sous la coupe, soit de Guillaume de Champeau, soit des gens qui se réclamaient de lui, il s'installe donc sur la montagne Sainte-Geneviève, donc sur le territoire d'une abbaye où les Garlandes, semblait-il, avaient une forte influence, et là, avec évidemment l'accord effectif ou tacite de l'abbé de Sainte-Geneviève, il ouvre une école, que nous pourrons dire en effet privée, n'est-ce pas, où il accueille les étudiants qui veulent venir l'écouter et qui, tout au moins ceux qui en avaient les moyens, le payaient certainement, n'est-ce pas, ça il le dit clairement, c'est une école qui était payante et où il enseigne donc la dialectique et la philosophie, la rhétorique aux élèves qui viennent l'écouter. Ceci dit, soit qu'il y ait encore de nouveaux heurts avec des adversaires, soit qu'il veuille compléter sa formation, arrive un épisode nouveau de départ de Paris. Abélard part pour Laon. Et nous partons à Laon avec vous, Guy Aubrichon. Pourquoi Laon? Pourquoi Laon? Parce que, bon, je le disais tout à l'heure, c'est la capitale du royaume pour les gens de la région. Et de fait, c'est un vieux centre politique, mais aussi intellectuel. Au IXe siècle, une école brillante a produit des manuscrits et des œuvres de très haute qualité. Et notamment en faisant apparaître en Occident la mémoire de l'Antiquité grecque à travers le pseudo-Denis. Mais donc Laon, où officie un maître extrêmement réputé pour l'époque, un certain Anselme, qui a mis au point une méthode, il a développé tout simplement ce qui se faisait un petit peu partout, fondée sur l'étude de la Bible. C'est-à-dire que dans ce mouvement de réforme religieuse qui s'empare de l'Occident latin, on va revenir à un certain nombre de sources. Et là, une des sources tout de même intéressantes pour le christianisme, c'est la Bible. Donc on va la lire, la traiter d'une manière systématique avec les méthodes de la grammaire, de la rhétorique. Allant pas vraiment de dialectique, mais quand même, grammaire et rhétorique sont bel et bien là. Donc Abélard sera tout à fait fondé à développer cette méthode. Et par ailleurs, d'autre part, de cette lecture attentive de la Bible surgissent des questions. Bon. Alors, ce qui a intéressé les disciples d'Anselme de Laon et le maître lui-même, c'était d'une part les questions fondamentales du dogme. Là, ils sont restés très très classiques. Mais apparaissent des problèmes d'éthique tout à fait intéressants. Et là aussi, je crois que Abélard, quoi qu'il en dise, aura gardé un certain souvenir de ce qui se fait là. Ce qui me semble intéressant, donc, c'est de souligner, c'est cet accès à la Bible, deux, une sorte de morale communautaire qui se dessine à travers les travaux d'Anselme. Et puis, troisième point aussi intéressant à souligner, c'est que dans toute cette démarche, il y a le sens de l'imitation du Christ. Ils sont inscrits dans un programme de réforme. C'est très clair chez Anselme de Laon, et dans tous les manuscrits de son œuvre qui datent des années 1090, 1120, on voit très très clairement que l'accent est mis là-dessus. Bon. Alors, par derrière, c'est la cité. Bon, jamais la croisade n'est évoquée dans ces textes-là. C'est assez curieux d'ailleurs chez Abélard non plus. Bon, pratiquement. Non. Bon. Voilà, c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir de cette école de Laon. Et il est tout à fait normal que Abélard réagisse, puisque
avec son flair, il sent des tendances, mais veut les développer lui-même, avec son sens de sa personnalité.